Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on change le monde un épisode à la fois. Salut, moi c'est Marie et apparemment je n'ai pas de cœur. Et moi c'est Anaïs et je souffre d'une addiction aux très mauvais films. Cette semaine, un vrai clash en perspective. Ouais, je pense que c'est le premier vrai gros clash. Ouais, préparez-vous, ça va être long mais ça va être bon. Parce que j'ai décidé de montrer à Marie un film qui a marqué mon enfance. Un film que j'aime vraiment beaucoup et peut-être le film que j'ai le plus vu de toute ma vie. Waouh. Qui s'appelle Un monde meilleur, de Mimi Leder. Tu pensais l'avoir vu ce film ? Oui. Mais en fait, tu ne l'avais pas vu. Je m'en souviendrai, je crois, en fait. En fait, c'est-à-dire que c'est un film avec Kevin Spacey et avec Helen Hunt. Comme à peu près les 3/4 des films de cette époque étaient soit avec Kevin Spacey, soit avec Helen Hunt. Donc j'en ai vu beaucoup avec l'un et avec l'autre, et j'ai cru que j'avais vu celui-là. Honnêtement, je suis sûre maintenant à 100% que je ne l'avais pas vu, parce que je ne l'aurais pas oublié. Ouais, je suis ravie. Pour moi, ça va dans la colonne pour. On va écouter ce qu'on s'était dit avant d'aller voir le film. Cette semaine, Marie, on va regarder Un monde meilleur, qui était un de mes films coup de cœur quand j'étais enfant, quand j'étais au collège. Je l'avais même emmené, je crois qu'il y avait une journée au CDI où on devait emmener nos films préférés et tout. J'avais emmené la cassette et j'étais là, mais c'est vraiment bien, il faut que tout le monde le voie. Mais je pense que pour plein de raisons, c'est sans doute pas un très bon film. Et je suis pas sûre que ce soit un film qui soit toujours très agréable à revoir. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je crois l'avoir vu à l'époque. Je sais que c'est avec Kevin Spacey et j'avais un grand moment. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu triste de penser ça, mais j'ai eu un grand moment de fan absolu de Kevin Spacey. Oui, qu'on a tous eu, je pense. Voilà, quand j'avais 11-12 ans à peu près. C'était au moment de la vie de David Gale aussi, où j'avais adoré ce film. Et donc, je pense que j'avais vu Un monde meilleur à ce moment-là. Dans mon souvenir, c'est sur un petit surdoué. Et je me demande s'il n'est pas joué par celui qui jouait dans AI, un petit avec une espèce de coupe au bol qui a l'air... Elijah Osment, qui était aussi dans Le Sixième Sens. Oui, c'est ça, exactement. Oui, voilà. Et il y a Helen Hunt, non, dedans, qui jouait dans tous les trucs. Elle jouait toujours des mamans d'enfants qui vont pas bien. En général, c'est toujours son rôle. Elle était aussi dans Pour le meilleur et pour le pire. Ça va être tellement déprimant. Putain, ce film est tellement déprimant. Il est malade. Non, c'est pire. Pourquoi ? Non, enfin, en vrai, ça s'appelle Un monde meilleur. Donc, je sais pas, tu penses que ça parle de quoi, du coup ? Je me demande s'il n'est pas son prof ou un truc comme ça, et il va l'aider, sa mère, à lui. Enfin, ça doit être un truc gentil. Enfin, je sais pas. C'est pas horrible. C'est pas horrible, mais j'ai un peu peur. Honnêtement, je l'ai pas revu depuis assez longtemps. Et je sais juste que les thématiques abordées dans le film sont pas fun. Je vais te montrer l'affiche. Seul un enfant pouvait trouver la formule pour changer le monde. Oh là là. Pay it forward. Ah oui, parce que oui, en anglais, ça s'appelle pay it forward. Donc, ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose de bien, tu fais quelque chose de bien en retour à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est passe le relais, en fait. Voilà, exactement. Donc, j'imagine que c'est quelque chose sur... il va découvrir comment aider les gens en faisant une chaîne d'aide internationale. T'es pas très loin. C'est vrai ? Ouais. Tu sais où ça se passe ou pas ? J'ai envie de dire à Harvard, mais c'est pas du tout le cas. C'est parce que je confonds avec Will Hunting maintenant. Non, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est un des aspects que j'aime le plus. C'est Austin ? Non. New York ? Non. Aux États-Unis ? Oui. Seattle ? Non. Boston ? Non, mais arrête. Et tu verras quand tu le vois. Mais j'ai extrêmement peur. La Nouvelle-Orléans ? Non, arrête. J'ai extrêmement peur que ce film soit très désagréable à la revoyure et juste hyper déprimant et glauque. Mais arrête, tu me fais hyper peur. Mais j'ai hyper peur. Mon Dieu. Bon, on va voir Un monde meilleur et puis on verra si le monde est meilleur une fois qu'on l'a vu. Ouais. On vient de voir Un monde meilleur et pour moi, c'est vraiment un cas d'école pour cette saison navet ou chef-d'œuvre parce que je pense que c'est un film qui peut totalement rentrer dans les deux catégories. Non. Absolument pas. Non, mais en fait, je pense que c'est un très très bon exemple d'un film dont je reconnais absolument tous les défauts, mais que j'adore en fait. Enfin, vraiment, je ne peux pas faire autrement que l'aimer. Alors que je vois que c'est pas un super film. Mais je peux pas m'en empêcher, je l'adore. On dirait que tu décris un homme toxique. Ouais, exactement.
Alors, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça ne peut pas être un chef-d'œuvre, en fait. Je suis désolée. Je pense que c'est parce que tu l'as découvert très, très jeune. Mais c'est marrant, après le visionnage du film, bon, t'as pleuré, il s'est passé beaucoup de choses émotionnellement pour toi. Pour moi, beaucoup moins, sauf un rejet très violent. Et quelques jours plus tard, je vais sur Letterboxd et je vois que tu as noté le film et que tu lui as mis 4,5 sur 5. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Elle est complètement folle. Alors, en fait, c'est une note que j'avais déjà mise quand j'ai ouvert mon compte Letterboxd et que j'ai noté tous les films que j'avais vus dans ma vie. Et celui-là, c'était un des premiers auxquels j'ai pensé. Et donc là, je l'ai juste logué pour noter que je l'avais revu. Et j'ai décidé de rester fidèle à la note que je l'avais mis à l'époque. D'accord. Voilà. Contrairement à Burlesque, où par exemple, je crois que j'avais mis 4 ou 4,5. Et quand je l'ai relogué, quand on l'a vu pour cette saison, j'ai baissé la note. Là, je me suis dit non, j'y vais jusqu'au bout. Burlesque est moins offensant qu'un monde meilleur. Mais Un monde meilleur est tellement plus divertissant. Ah non. Et tellement plus beau aussi, mais bon, on en reparlera. J'ai mis 1 étoile. Écoute, on fait tous des choix dans la vie. Je l'avais pas revu, moi, depuis très longtemps. Je l'ai découvert quand j'avais donc 10-11 ans. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Quand j'ai vu le film, j'étais pas trop sûre de mes réactions devant, mais en fait, c'était une évidence. Dès que le film a commencé, je me suis sentie encore emportée, et vous allez l'entendre, j'étais très émue. As long as I have that, I'm okay. Tu pleures? I'm okay. If I don't have it, I'm lost. C'est bien ça. Non. T'es mignonne. J'étais en très larmes. mignon, mais j'ai pas compris. Vraiment, parce que j'ai même pas compris. C'est un mélo, donc évidemment, c'est un tire-larme, quoi. C'est fait pour ça. Mais vraiment, moi, ça ne m'a absolument rien fait. Mais rien fait. Je pense que tu n'es pas fidèle à ta propre expérience pendant ce film, parce que moi, j'ai vu quand même qu'il y avait des moments où tu étais attendrie par les personnages. Je suis attendrie par le petit. Mais par exemple, les scènes où toi, tu pleurais, c'était pas les scènes avec le petit en général, c'était les scènes avec Kevin Spacey. Je n'étais pas du tout émue par lui, quoi. Oui, on va l'entendre. J'étais clairement la seule à être émue par ce film. C'est vraiment, Hollywood devrait être traîné en justice pour ça. Et toi? Ça va pas de me montrer des trucs, c'est horrible. Anaïs, c'était horrible ce film, du début à la fin. Mais la fin, c'est le pire truc que j'ai jamais vu. Je crois vraiment que c'est la pire fin que j'ai vue dans n'importe quel film de ma vie. Là, vraiment, oui, on va en parler, mais pire fin. C'est-à-dire que s'il y avait eu une fin différente, j'aurais peut-être mis 2,5 à ce film. Mais là, cette fin est révoltante. Au cas où il y aurait la moindre ambiguïté, qu'as-tu pensé de ce film, Marie? J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé. Non, après, je vois ce que tu veux dire sur le côté beau, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des très beaux paysages du désert autour de Las Vegas et tout ça. Donc, le film est beau visuellement. Par contre, au niveau de l'histoire, c'est une accumulation de poncifs et de clichés mélodramatiques au possible. En fait, je vois tous les fils et je vois qu'on essaie de me manipuler à chaque minute. Et toi, tu te laisses manipuler avec plaisir et avec joie. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment fait un gros rejet. Et en fait, ça culmine vraiment à la fin, qui est un sommet de mélodrame, mais de mélodrame vraiment horrible et nul, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens et c'est insultant pour notre intelligence et pour nos émotions. C'est marrant parce que avant la fin, je te sentais pas du tout en rejet pendant qu'on regardait le film. Je sentais qu'évidemment, tu n'étais pas touchée comme moi. Mais ça, je pouvais le prédire avant qu'on voit le film. J'ai eu aucune surprise sur cette réaction-là. Mais j'avais quand même l'impression que tu te laissais relativement divertir par l'histoire, parce que, et moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je trouve ça bien ficelé. J'ai pas de moment d'ennui comme j'ai pu avoir devant plein de films qu'on a vus pour cette saison où il y a vraiment des creux, etc. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur l'écriture très manipulatrice et mièvre, mais je trouve que ça avance bien, ça bouge bien, et on est en plus avec de bons acteurs et une bonne réalisatrice, et du coup pour moi ça reste quand même très agréable, et j'avais l'impression que même si t'étais pas touché au même niveau que moi, que tu passais pas non plus un mauvais moment. Je t'ai pas senti en rejet comme je t'ai vu devant d'autres films où vraiment, je voyais que t'attendais qu'une seule chose, c'était que ça se finisse. Mais en fait, c'est marrant, c'est que idéologiquement, je suis en rejet de ce film. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je l'étais pendant tout le long. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de remarques un peu cyniques, justement, sur le côté mélodramatique tout le long du film. Après, c'est vrai que je l'ai trouvé relativement divertissant. C'est-à-dire divertissant dans le sens où, comme tu dis, je m'ennuyais pas. Donc ça, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, on a fait une pause à un moment, je me souviens, pour aller chercher de la glace. Ouais. Oui, j'étais surprise. On en est déjà à la moitié, et t'étais là, ouais, putain, ça avance bien. Oui, non, mais c'est
ça, mais parce qu'en fait, c'est un pur produit hollywoodien, donc c'est bien monté dans le sens où tu t'ennuies pas, ça s'enchaîne et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, s'il avait fini différemment, j'aurais pas une réaction aussi épidermique à ce film, mais comme il choisit de se conclure comme ça, là, vraiment, c'est pas possible, en fait. C'est insultant. On parle, mais nos auditeurs ne savent peut-être pas de quoi parle ce film. Est-ce que tu peux le résumer en 30 secondes ? L'idée du film, elle est simple. C'est un petit garçon qui a une vie de merde, avec une mère alcoolique et un père qui l'a abandonné, qui, à travers un devoir qui est donné par son professeur, le prof encourage la classe à trouver une manière de changer le monde. Et lui, son idée, en fait, c'est de changer la vie positivement de 3 personnes et à chaque personne de lui dire de changer la vie de 3 autres personnes. Et comme ça, c'est un effet de chaîne. Et comme ça, l'idée, c'est qu'il va y avoir des millions de personnes qui, à la fin, seront affectées par cette idée qu'il a eue. Voilà. Et cet enfant, spoiler alerte, si vous voulez vraiment voir le film et être préservé, allez-y, revenez. Cet enfant meurt à la fin dans des circonstances complètement hasardeuses pour nous faire pleurer un bon coup à la fin. Voilà. Et ça marche. Ça marche avec Anaïs. Avant de voir le film, j'avais essayé de te préparer un petit peu parce que c'est tout le paradoxe de Un monde meilleur, c'est qu'à la fois, il y a une espèce d'idée centrale hyper naïve et en même temps, c'est un film qui brasse des thématiques extrêmement déprimantes et très sérieuses et très lourdes. Je t'avais préparé même à tel point que ça te faisait peur avant qu'on aille le voir. Oui, parce que je pensais que ça allait vraiment être badant, quoi. Ouais. Bon, en voyant le film, tu as quand même constaté assez vite que j'avais pas menti. Les personnes sont normales dans le film. Spécial. Pourquoi c'est pénible ? Parce qu'ils sont tous un peu wow. Tu vois ce que je veux dire ? Personne n'est glam dans ce film. Ah bah. C'est la cour des miracles, ce film. Je te l'avais dit, hein. Non mais quelle loose ce film, mais quelle loose, c'est horrible. T'as 0 cœur. 0 compassion. Enfin, 0 patience. On dirait un bingo du Rastra, quoi. Enfin, mais je te l'ai dit. Non, moi, je trouve ça bien écrit. Mais en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que oui, c'est déprimant, mais ça m'a pas déprimé. C'était juste lassant de voir autant de trucs déprimants. Il y a 3 personnages principaux. Le premier étant ce gamin de 11 ans, qui est joué par Haley Joel Osment, qui donc est devenu très célèbre pour avoir joué dans Le Sixième Sens et qui n'a pas fait grand-chose après Pay It Forward. Il a fait AI de Spielberg, qui a aussi été un film un petit peu incompris. Et après, on l'a plus trop revu. Comment tu décrirais son personnage ? C'est un petit garçon qui est torturé, qui est très solitaire, qui est brillant, qui est un peu en rébellion et qui se débrouille tout seul parce qu'il a vraiment tiré le mauvais jeu de cartes dans la vie, quoi. Ça se dit pas trop en français, mais vous me comprenez. Il accumule un peu les emmerdes très jeune. Mais c'est quelqu'un de très intelligent et qui veut vraiment changer le monde. Moi, ce petit laissé à l'abandon, qui doit gérer une mère alcoolique. Et qui a pour seul ami un toxico. Mais c'est censé être inspirant, mais c'est pas inspirant. C'est tout le paradoxe de ce film. C'est horrible. Mais c'est ça, c'est que ce film, en fait, est censé être mignon. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est un mélodrame, mais c'est censé être un peu le Amélie Poulain de Las Vegas, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et vraiment, ça n'a pas du tout le même effet, quoi. Je ferai un petit point sur les retours critiques plus tard, mais son personnage a été pas mal commenté dans les critiques, et notamment le fait qu'il est vraiment irréprochable à un point démentiel. Et c'est vrai que ça le rend très attachant. En plus, Haley Joel Osment a vraiment Enfin, il est hyper mignon, quoi. Mais c'est marrant parce que il y a le Guardian qui a un peu critiqué ça en disant que son statut de Princesse Diana cum Jésus-Christ va vous faire grincer des dents. Entertainment Weekly qui a dit que c'était un saint séculaire à la carrure de moineau. Et A.O. Scott du New York Times qui a fait référence au Sixième Sens qui était sorti juste 2 années plus tôt, il me semble, en 99. La critique dit qu'il est excellent comme acteur, mais il dit, encore une fois, il possède un don de la vue. Il voit des gens gentils. Puisque si vous ne vous souvenez pas du Sixième Sens, dedans, il voit des gens morts. Spoiler alert. Voilà.
Il y a aussi dans le trio de tête sa mère, qui est jouée par Helen Hunt. Qui a tout donné. Elle a tout donné, elle a jamais autant donné de sa vie. Et Helen Hunt a donné vraiment beaucoup, beaucoup à l'époque. Et là, elle joue une mère alcoolique qui a 2 jobs, 2 boulots de serveuse. Un la nuit dans un strip club et un autre dans un casino. Donc elle est assez absente, mais en même temps, elle fait de son mieux. Elle lutte. C'est une mère courage un peu. Son alcoolisme est écrit aussi de manière assez spectaculaire dans le film. Moi, je me souviens que ça m'avait vraiment choquée parce que j'étais assez jeune quand je l'avais vu et je m'étais dit ah ouais, c'est ça l'alcoolisme. Et je pense que c'est comme parfois quand on représente des troubles de santé mentale dans la fiction, on va y aller vraiment à fond. Et je pense que parfois c'est un petit peu au détriment des personnes qui souffrent vraiment de ça parce qu'on s'imagine qu'il y a que dans ces cas-là qu'on considère que c'est de l'alcoolisme, tu vois, et que donc on va pas s'apercevoir quand quelqu'un en souffre en buvant de manière beaucoup moins spectaculaire qu'elle le fait dans le film parce qu'elle a des bouteilles cachées dans tous les meubles. C'est ça, tu te dis, elle avait vraiment pas envie d'arrêter. Elle a caché une bouteille de vodka entière dans son lave-linge, une bouteille de whisky pur dans une applique de plafond. Ouais, c'est ça. C'est une bouteille de vodka qui est genre dans le lampadaire. Donc, en plus, tu te dis, elle va être bien chaude quand elle va la boire. Et puis, surtout, à chaque fois qu'elle cherche de l'alcool, elle renverse la maison sans dessus-dessous. Enfin, elle essaye absolument d'en trouver partout. Non, il y a un bois au boulot de la vodka pure. Et puis, c'est d'un coup à chaque fois. C'est-à-dire qu'il lui arrive un truc qui est déplaisant. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté un peu caricatural et très extrême, quoi. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu la comprenais dans sa douleur. Tu trouvais ça parfaitement logique qu'elle boive autant. Je comprends en même temps. Non mais vraiment. Sa vie c'est un peu de la merde quoi. Moi aussi je bois si je suis elle. C'est bien, c'est laisser des petites surprises dans toute la maison. C'est clair. C'est comme des œufs de Pâques, mais c'est de la vodka. C'est ça. Non, mais sa vie, c'est de la merde, très clairement. Ouais. Donc bon, tu comprends qu'elle ait besoin de boire, quoi. Qu'elle ait besoin d'une soupe à... Non, littéralement, elle a été abandonnée par son ex qui était violent et alcoolique aussi. Et c'est un bingo, je suis désolée. En fait, ce film, à chaque fois, ils étaient là, qu'est-ce qu'on pourrait faire à lui pour le rendre encore plus triste? Ouais, après, c'est pas déconnant d'imaginer que quelqu'un qui est violent, enfin, tu vois... Bien sûr, mais je te parle de l'accumulation dans le film, parce qu'on va passer à Kevin Spacey, et là, il y a du lourd aussi. Non, mais parce que elle, rien ne va aussi. Elle habite dans un endroit horrible. C'est la loose, quoi. C'est vraiment, vraiment la loose. Et pour conclure notre trio de personnages principaux, il y a le prof du petit garçon, qui est joué par Kevin Spacey. Comment tu le décrirais? C'est un homme qui a été blessé par la vie, qui a du mal à s'attacher aux gens, du coup. Il est puceau à 45 ans. Ce qui est totalement OK, hein, je ne dis pas, mais enfin, son personnage est écrit comme ça, parce qu'il a été brûlé vif, littéralement. Et du coup, il ne fait confiance à personne, mais en même temps, il a un cœur en or, puisqu'il encourage. Désolée, c'est exactement ça. Je sais pas, c'est pas comme ça que je décrirais, mais... Bah si, parce qu'en fait, il a un cœur en or, mais qui s'abrite derrière une armure très, très épaisse. Parce qu'il a été blessé par la vie. Après, moi, quand je le vois, je me dis pas qu'il a un cœur en or. Enfin, c'est quelqu'un qui est clairement très sensible, mais c'est aussi, il est antipathique. Oui, mais il a une armure très épaisse parce qu'il a été blessé par la vie. Littéralement, le devoir qu'il donne aux élèves, c'est changer le monde. Oui, mais bon... Bah, je sais pas, moi, ça me traverserait pas l'esprit. Oui, mais toi, on a établi que tu n'avais pas de cœur, Marie. Voilà, donc, c'est ça. Il y a un spectre, tu vois, très large entre les deux. Ce qui est très, très raccord avec ce film, c'est que donc il a été brûlé quand il était jeune par son père, qui était lui aussi violent, puisqu'il y a une petite thématique récurrente dans le film. Et donc, il a des cicatrices qui sont visibles, mais qui sont pas non plus... Enfin, il n'est pas défiguré. Et alors, c'est marrant, je pense que peut-être il faudrait voir ce que Hollywood ferait aujourd'hui en refaisant ce film et avec leur folie des prothèses. Faut surtout pas qu'ils le refassent. Franchement, ils en font un similaire tous les 2 ans, hein, mais là, en fait, donc Kevin Spacey porte du maquillage, des prothèses pour ses cicatrices de brûlure. Mais honnêtement, c'est pas non plus hyper flagrant. Il a un sourcil qui est un peu parti. Mais c'est marrant parce que tout le monde le regarde comme si c'était un grand défiguré. Et il y a plein de références dans le film au fait qu'il y a Helen Hunt qui lui dit plusieurs fois « Non, mais pourquoi tu veux pas coucher avec moi? C'est parce que t'es vraiment super moche. Mais moi, je m'en fiche. » Et en fait, on est là, oui, bon, c'est Kevin Spacey avec 1 ou 2 prothèses, mais ça va, quoi, tu vois. Et ça t'a fait rire parce que quand il est introduit comme personnage, tout le monde s'interrompt dans la salle de classe parce que vraiment, ils sont censés être choqués par son visage, alors que franchement, ça va. Ouais. C'est censé être... Le mec, c'est Elephant Man, quoi. Il a une balafre sur la joue et pas de sourcils.
Moi, mon plus gros problème dans le film, c'est Kevin Spacey. À l'époque, il était partout. C'était un acteur qu'on aimait beaucoup, je pense, toutes les deux, et beaucoup de gens l'adoraient à cette époque. Plus tard, en 2017, après l'affaire Weinstein, il a été accusé par plus d'une dizaine de personnes d'agression sexuelle. Donc forcément, ça a totalement changé la vision qu'on avait de lui. Il faut préciser qu'il a été reconnu non coupable dans tous les procès dans lesquels il a été impliqué. Mais forcément, c'est difficile aujourd'hui de le voir dans un film sans penser à ces accusations qui ont été très détaillées dans la presse. Donc quand je le vois dans ce rôle, qui est un rôle censé être repoussant, mais où il est censé quand même exprimer une certaine part de charme, je vois même pas cette part de charme. Donc moi, ça fonctionne, mais vraiment, vraiment, vraiment pas, quoi. Pour moi, le problème, c'est que il va développer au cours du film une romance avec la mère de son élève, de Trevor. Et là, pour moi, c'est ça qui fonctionne pas parce que Kevin Spacey n'a jamais vraiment été un lead romantique ou quelqu'un qui avait des qualités de lead romantique. Souvent, il a été casté dans des rôles qui sont pleins d'ambivalence, qui sont souvent très noirs, ou dans Usual Suspects, quelqu'un qu'on soupçonne pas, mais Oui. voilà, et qui a une part d'ombre. Et donc ça, en fait, avec le personnage du prof, je trouve que ça marche assez bien. Et quand il est mordant, quand il est dans son rôle de prof, moi, je l'aime bien. Enfin, j'arrive à décorréler ça de ce que je sais maintenant sur lui parce que j'ai vu ce film il y a très longtemps. Et donc, dans ces moments-là du film, moi, je le trouve très bien et je le trouve bien casté parce que, justement, il a un côté très rigide, un petit peu antipathique, ou même son élève lui dit « vous n'êtes pas si sympa que ça », qui marche bien. Mais par contre, je ne crois pas une seule seconde à l'alchimie romantique qu'il y a entre les deux personnages. Et non seulement moi, j'y crois pas, mais ça me rebute. C'est-à-dire que je trouve ces scènes gênantes parce qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux. Kevin Spacey est quelqu'un de très charismatique, mais il faut un petit truc pour être un bon lead romantique aussi. Il faut que tous les gens dans le public puissent se projeter aussi et tomber amoureux de cette personne-là. Et c'est même pas une question de physique, c'est vraiment une question d'étincelle, quoi. Et en fait, je pense que personne n'est jamais vraiment tombé amoureux de Kevin Spacey dans ses rôles et surtout pas dans celui-là. C'est-à-dire que personne se projette dans un idéal romantique avec lui et c'est ça qui fonctionne pas dans le film. C'est que tu as besoin quand même d'y croire à ce niveau-là, de penser qu'il pourrait y avoir une histoire vraiment belle entre les deux, quoi. Avec ce personnage-là et aussi d'autres éléments du film, on sent vraiment la période, la fin des années 90, début des années 2000. En fait, le cliché ou le trope du prof un petit peu intransigeant mais très inspirant qui va changer la vie de son élève, c'est un gros classique d'Hollywood. Et quelques années auparavant, on a quand même eu Will Hunting et Le Cercle des Poètes Disparus, les deux avec Robin Williams. Voilà. Qui était un peu abonné à ce genre de rôle. Après, dans Will Hunting, il n'est pas prof, il est psy. C'est comme le personnage de Holland Taylor dans La Revanche d'une blonde, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est la prof qui est vraiment très dure, intransigeante et qui en fait finit comme une figure de mentor pour elle. Il y a Julia Roberts dans Le Sourire de Mona Lisa, où elle est pas dure, elle est plutôt cool, mais elle peut être un peu dure parfois. Non mais c'est ça, c'est vraiment le cliché du cool prof. Et donc là, Kevin Spacey remplit un petit peu cette case-là. Bah totalement. Et moi, je l'aime bien. Enfin, c'est vrai qu'en revoyant le film, là, je rigolais pas mal au début. Enfin, je pense que je m'identifie un peu à ce personnage, en fait, où il est hyper intransigeant sur les retards de ses élèves. Il y a aussi, dans ce film, Jon Bon Jovi, qui joue l'ex-mari abusif de Helen Hunt. Ouais, quand je l'ai vu arriver, j'étais je comprends qu'elle revienne avec lui, qu'elle retourne avec lui. Et il y a Jay Mohr, que j'aime beaucoup, parce qu'il jouait dans Un monde meilleur. On en avait parlé à l'époque, parce qu'il jouait aussi dans Jerry Maguire. Et oui. Et là, il joue un journaliste, évidemment, qui est en fait le récipiendaire d'une bonne action et qui remonte le fil parce qu'il essaie de comprendre pourquoi une personne lui a offert une voiture comme ça et il remonte jusqu'à l'enfant. Oui, donc c'est un petit peu le lien, en fait, le fil conducteur de tout le film. C'est lui qui mène l'enquête et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'il y a deux, en fait, et c'est sur deux temporalités, du coup. Lui, c'est 4 mois après le tout début de l'histoire, quand le petit rencontre son prof pour la première fois. Ouais. Donc c'est vrai que la méthode n'est pas super efficace parce qu'en 4 mois, si, il y a la vie de genre 7 personnes qui a changé. Bon, c'est pas mal. Mais au final, en fait, c'est-à-dire que lui pense que c'est pas du tout efficace et que ça a été un échec, mais quand même, c'est allé jusqu'à Los Angeles alors qu'ils sont à Las Vegas. Donc ça a traversé la frontière entre le Nevada et la Californie. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, l'idée qu'un petit garçon de 11 ans va répandre la générosité autour de lui et changer la vie des gens grâce à un devoir d'école, ça t'a laissé un petit peu sceptique quand même comme concept. En tout cas, dans ce cadre-là, oui. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi, Anaïs. Et quoi? N'importe quoi. On dirait qu'ils viennent de découvrir l'atome, quoi.
Sean? En fait, là, ce qui me dérange, c'est pas son idée, c'est vraiment qu'il est en train de faire un schéma et en même temps, t'as des coupes où on voit en fait le SDF qu'il a aidé la veille, qui est en train de parler à sa mère et qui est en train de lui expliquer aussi. Alors, tu vois, s'il le fait à 3 personnes, qu'il le fait à 3 personnes, qui le font à 3 personnes. Et elle est là, waouh, c'est incroyable. Et toute la classe est genre là, wow, incroyable. C'est un schéma, mais de base, mais complètement. Moi, j'ai trouvé ça incroyable quand j'avais 11 ans aussi. Mon Dieu, et c'est surjoué avec, enfin, t'as la musique, c'est frénétique avec les coupes et tout ça, comme si on est vraiment en train de découvrir l'atome. Hein, désolé. C'est trop bien. Mais bon, clairement, tu n'y croyais pas du tout. Non, puis en plus, je ne crois pas en ce concept en fait. Moi, tu me donnes une Jaguar, je vais pas aller payer trop voir, je vais être là, waouh, super, une Jaguar. En vrai, c'est pas vrai. Je pense que j'aurais une culpabilité et je le ferai parce que je suis quelqu'un de bien au fond. Mais c'est plus que j'accepterais pas du tout la Jaguar parce que je me dirais, c'est qui ce mec qui veut me refiler une Jaguar? Est-ce qu'il y a un problème, tu vois? Et surtout, en fait, je ne crois pas vraiment que les gens soient aussi bons que ça. Mais je me suis demandé si cette vision du monde et ce rejet du film n'étaient pas liés à tes origines bordelaises. Tu vois, ça, à Bordeaux, ça marche avant. Je pense que t'as pas tort. Désolée, c'est vrai. Jamais à Bordeaux tu fais ça. Déjà, les gens, ils acceptent pas tes cadeaux, ils sont suspicieux. Oui, et puis faire une bonne action. Oh, jamais. si, tu peux. Mais dans le cadre de la paroisse. Ouais, tout à fait. Mais c'est marrant parce que je pense qu'avec la saison précédente sur les films d'horreur et les films romantiques, ça a aussi établi certaines différences entre toi et moi et nos goûts et ce qu'on apprécie dans la fiction. Mais là, en voyant ce film-là, ça m'a fait réaliser à quel point tu es vraiment cynique. Non mais Anaïs, c'est pas possible, je suis pas si cynique que ça en vrai, c'est juste ce film déclenche des élans de cynisme parce que c'est tellement sirupeux et mélodramatique, quoi. Why did you come here? Why did you just tell me to Parce que t'es trop bonne, meuf. Parce qu'il est balafré, il a paniqué Because depuis you 2 ans. came to the school T'es horrible. to tell me about yourself. Ce film révèle tout ton cynisme. Behaved like a... Is that what you think it is? Oh là là. It's okay. Elle va finir avec le clodo en fait. Ils m'ont choisi un peu BG pour qu'elle finisse avec lui, c'est ça? Tu verras. Il va l'agresser. Il est phobique du toucher. Non? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas confiance en lui. Ah, oh là là. Naze. C'est horrible. Donc ça, c'est un moment où juste il y a un rapprochement physique entre Helen Hunt et Kevin Spacey et lui est très fuyant parce qu'il est pas bien dans sa peau et tu comprenais vraiment pas le concept en fait. Bon, je suis peut-être cynique, même si en vrai, dans la vraie vie, je suis pas si cynique que ça, mais j'ai une réaction en tout cas épidermique à ce film, c'est sûr. Mais pourquoi toi, tu aimes ce film? Pourquoi? Parce que même, je comprends que tu l'aies vu jeune, mais quand même. Honnêtement, je reconnais tout ce que tu dis et je pense que si je l'avais découvert aujourd'hui, j'aurais exactement la même opinion que toi sur ce film. Même si je me demande si je me serais quand même pas laissée beaucoup plus facilement émouvoir. Parce que j'avoue que j'aime bien les films qui vont tirer sur ces cordes-là. C'est marrant parce que justement sur les comédies romantiques ou les romances en général, je vais très vite trouver ça sirupeux et pas réaliste et trop mièvre. Et là, en fait, c'est très sirupeux, c'est très mélodramatique, mais ça vient exorciser quelque chose, un petit peu comme les films d'horreur. C'est-à-dire que ça va tellement loin dans la démesure d'émotions un peu existentielles que ça me fait du bien parce que c'est démesuré par rapport à ce que moi je peux ressentir ou ce que n'importe quelle personne lambda va vivre en fait dans sa vie. C'est sûr que la vie de tous ces gens est bien pire que la nôtre. Ah oui, ça c'est sûr. Et je pense que c'est pour ça que je me laisse émouvoir. Vraiment, attention, psychologie de comptoir, vraiment de merde. Mais je pense que, honnêtement, quand j'étais jeune et à l'époque où j'ai vu ce film, je reviens un peu de loin en termes d'expression de mes émotions. J'ai plutôt une tendance naturelle à être dans la répression des émotions. Vraiment, quand j'étais plus jeune, je me retenais de pleurer, je voulais pas exprimer quand j'étais en colère, quand j'étais triste, etc. Et je pense que ce film-là, à l'âge où je l'ai vu, ça a été peut-être une des premières fois où le cinéma a débloqué ça pour moi. Et je pense qu'encore aujourd'hui, le cinéma joue ce rôle-là pour moi, c'est-à-dire que même quand les émotions elles restent bloquées à l'intérieur,
Je vais voir un film pour pleurer, pour débloquer l'émotion et pour pleurer du coup par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec le film que je suis en train de regarder. J'utilise parfois vraiment le cinéma comme un déclencheur, un révélateur d'émotions. Et je pense qu'en voyant Un monde meilleur quand j'avais 10, 11 ans, ça a été une des premières fois où je me suis rendu compte que les films pouvaient avoir ce pouvoir-là pour moi. Et en fait, je le regardais très souvent parce que ça me vidait. Ça me permettait vraiment d'exprimer un truc totalement démesuré que j'arrivais pas à exprimer comme ça, juste sur mon canapé. Et là, c'est marrant parce que ça me l'a encore refait en le voyant. Mais c'est vrai que, je pense que ça vient toucher plein de choses. J'aime le côté totalement grandiloquent dans l'émotion et dans des émotions qui sont assez négatives, en fait. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, parce que moi, je l'ai aussi, le côté, j'aime bien pleurer devant les films. Hein, j'ai toujours aimé ça, même si je pense qu'avec les années, je le fais de moins en moins. Et du coup, quand je le fais et que je suis surprise par ça, j'aime bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu dis les comédies romantiques, tu trouves ça mièvre et tout, c'est aussi le reflet. Moi, j'aime bien les comédies et toi, t'aimes bien les drames, quoi. Oui. Et donc, en fait, la mièvrerie dans le drame, ça va moins te déranger que moi, alors que moi, la mièvrerie dans la comédie, ça va pas me déranger du tout. C'est juste que c'est nos genres un peu de prédilection aussi, quoi. C'est un film qui parle de vulnérabilité et justement de difficulté à exprimer sa vulnérabilité. C'est des personnages qui sont tellement meurtris qu'ils n'arrivent pas bien à s'exprimer et à prendre des risques. Et ça, je pense que c'est un truc qui me touche. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus existentiel, c'est-à-dire que les questions de pardon, de regret, d'erreurs qu'on peut commettre, puisque cette mère, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout à la hauteur pour son gamin, elle n'arrive pas à l'être, et en même temps, il lui pardonne quand même, et elle essaye de s'améliorer, et du coup, je trouve ça, évidemment, c'est poussé, mais les curseurs sont poussés au maximum, de manière assez grotesque, mais du coup, ça va tellement loin que, je sais pas, ça crève un peu un abcès pour moi, un abcès existentiel, tu vois. Pourtant, c'est vrai que c'est quand même une succession de moments très, très glauques. J'avais essayé de te préparer et déjà ça commence en grande pompe puisque dès que Trevor a décidé de faire son devoir donc pour changer le monde, le premier truc qu'il fait, c'est aller à bicyclette dans un repère de toxicos dans le désert de Las Vegas et il ramène un toxico chez lui. Il en ramasse un. Au hasard. Il prend le plus mignon quand même. Hein. Et donc, on le découvre puisque sa mère est en train de bosser et elle l'appelle pour lui dire « ça va, t'as trouvé de quoi te faire à manger ce soir ?» etc. Et on a un plan de coupe et là, il est révélé qu'il est en train de filer des céréales à ce jeune SDF. Voilà, et ça t'a pas mal choqué. Mais ça va pas la tête. I'm eating it. Mais peut-être qu'il s'est retrouvé là parce qu'il était sur la liste des agresseurs sexuels. Toujours très suspicieuse, Marie. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que en vrai, c'est très bien qu'il fasse ça. En plus, je pense que le personnage du SDF, honnêtement, c'est celui que j'aime le plus dans ce film. C'est celui qui, je trouve, le plus touchant. Et il est vraiment... en plus, il est mignon, mais je le trouve touchant. Et je trouve sa trajectoire vachement touchante et tout. Lui et le petit, c'est mes préférés. Mais c'est juste que... C'est un enfant. C'est un enfant qui est un préadolescent, qui est vulnérable, qui vit seul et tout ça, et qui ramène un homme adulte, marginal, pour une raison ou pour une autre, chez lui. Oui, donc, un inconnu déjà, un homme qu'il ne connaît pas. Exactement. Donc, forcément, tout de suite, j'ai des petites alertes qui se déclenchent, où je me dis, c'est un peu dangereux quand même. Il faut préciser qu'il est joué par Jim Caviezel, qui jouait Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Ça m'étonne pas, parce qu'il a vraiment la tête de Jésus, ouais. Qu'on connaît bien. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que la critique du Entertainment Weekly, qui était vraiment assez géniale de bout en bout, le qualifie de le drogué le plus poli de Las Vegas. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est hyper poli et gentil. Au final, t'es là, trop bien, il a bien sélectionné, quoi. C'est ça, non, c'est vrai qu'il est hyper touchant. Et il y a un moment qui souligne un peu les défauts d'écriture dont tu parles depuis le début de cet épisode, qui nous a beaucoup fait marrer toutes les deux, puisqu'il raconte au personnage d'Helen Hunt ce qu'il a vécu en étant à la rue. Et donc, il lui raconte sa première nuit quand il a dormi dans une poubelle. Et ça va vraiment loin, quoi. My mom took us pretty close. Well, you can't know. Not until you're looking at a dumpster. Wow. But when you climb into that thing for the first time, and you pull those newspapers over you, that's when you know that you've messed your life up. Somebody comes along like your son, gives me a leg up. Quand t'es dans ta peine à ordures. Que t'es en train de passer ta première nuit dans une poubelle. Que tu t'enroules dans des journaux moisis. Là, tu te dis, j'ai vraiment touché le fond. Bah ouais. Look, I appreciate Quand tu sens les rats te chatouiller les orteils. I'm not allowed to pay back, Trevor. Mais c'est horrible, en plus, je peux pas rire de ça, parce que c'est vraiment horrible, mais Oui. c'est ce film, quoi.
Bah, ça montre qu'il y a un côté tellement démesuré dans l'écriture du film que t'arrives même pas à t'y investir vraiment émotionnellement. C'est ce que tu disais et je suis complètement d'accord avec ça. Il y a Moi, zéro il y a des second moments degré, qui me quoi. touchent, mais oui, là, c'est... Enfin, c'est pas possible d'avoir un personnage qui dit vraiment, moi, le moment, c'est quand je suis rentrée dans la benne à ordures et que je me suis recouverte de mes journaux. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est ça. Et enfin, le truc, c'est que encore une fois, enfin, ça peut être un récit que tu pourrais totalement entendre dans la vraie vie aussi. Mais là, forcément, tu vois que le film essaye de pousser tous les curseurs à fond et en fait peut-être un peu trop, quitte à perdre le spectateur. Oui, c'est-à-dire qu'il est en train de dire ça à une alcoolique qui vient de se vider une bouteille de vodka qu'elle avait cachée dans son lave-linge, quoi. Donc, comment dire? Ouais, mais d'ailleurs, ça t'a un petit peu perdu, je crois. Don't do that. Non. Je veux que mon fils parle avec un Would you like a junkie. cup of coffee? Mon fils qui n'a pas de père et une mère alcoolique. Yes, ma'am. Il a besoin d'un ami qui est accro à l'héroïne pour l'aider. Mais t'es hyper intolérante. Bah, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être la meilleure fréquentation possible pour ce film. Mais ça se voit qu'il est trop gentil. Ouais, il est gentil, mais il est accro à l'héros en fait, Anaïs. Il a Sa mère, elle est accro à la vodka. Justement. Non, mais en fait, encore une fois... C'est deux visions du monde qui s'opposent là. Encore une fois, ce jeune homme a l'air très gentil. Et moi, j'ai envie qu'il s'en sorte. J'ai vraiment envie qu'il s'en sorte. Mais je pense pas que ce soit la meilleure fréquentation pour ce petit garçon qui a juste besoin peut-être de traîner avec des garçons de son âge. Bah oui, et d'avoir de des toute façon, amis avec qui il lit des BD, quoi. De toute façon, à la fin, il sera mort, donc Ouais, c'est vrai. Who cares? Ouais, il est admirable et très gentil. La critique que tu as lue a raison, c'est-à-dire que c'est l'addict le plus sympa et le plus gentil de Las Vegas. Mais quand même. D'ailleurs, c'est lui qui a la scène qui me touche le plus dans le film. Sur le pont? Ouais, où en fait, on comprend qu'il a rechuté, que justement, Trevor n'a pas vraiment réussi son coup, il n'a pas réussi à l'aider et à le sortir de l'héroïne. En même temps, on a envie de lui dire, c'est pas grave, t'as 11 ans, quoi. Et donc, il a fait du stop, il est parti dans l'Oregon et il arrive sur un pont. On sent que il va vraiment encore moins bien que quand on l'avait rencontré déjà au début. Et il voit une femme sur le pont qui est en train de monter sur la balustrade et qui projette de se suicider. Parce que tout le monde est vraiment au fond du trou dans ce film. Ouais. Et en fait, il intervient, il commence à lui parler. Elle est en pleurs, elle lui dit que non, vraiment, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, il lui dit non, mais prenez un café avec moi, c'est bon, c'est pas grave. Et encore une fois, ça illustre vraiment nos deux visions très opposées sur ce film. On va entendre ta réaction et la mienne. Have a cup of coffee with me. C'est ça ta perspective, ça. C'est clair. Alors que moi, j'étais en larmes. Save my life. Oh non, mais c'est vrai, tu pleures à nouveau là. Je sais que c'est hyper cliché, mais moi, ça m'émeut, en fait. Elle est sur le point de sauter. Au lieu de lui dire, voilà, qu'il veut lui sauver la vie, il lui dit, vous allez sauver la mienne si vous prenez ce café avec moi. Et on comprend que lui aussi, en fait, en faisant cette bonne action, et donc en perpétuant ce que le gamin avait essayé de lancer avec lui, il va peut-être s'en sortir. Et moi, je trouve ça beau. Je suis désolée. Je sais que c'est cliché. Non, mais mièvre, franchement, c'est tout pas ça, la pire mais... scène. C'est comme il est mignon, il est attendrissant. Donc oui. Bah, c'est littéralement Jésus, quoi. Donc. Oui, non, mais c'est ça. Mais bon, juste, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une scène avec une femme qui tente de se suicider en se jetant d'un pont, en plus de tout le reste? Je ne suis pas sûre. On a plein d'autres scènes qui sont glauques. Il y en a une notamment où le gamin essaye justement d'aller rendre visite au toxico et il découvre qu'il a rechuté. Oh, c'est horrible. Ouais, et il va lui rendre visite en fait dans un repère d'addicts. Quand je dis que c'est pas une bonne fréquentation. Et il frappe à la porte et c'est vraiment, il y a énormément de bidonvilles et d'endroits très très glauques dans ce film. Et là, c'est un des premiers et ça nous a rappelé tout de suite les parties les plus glauques de Twin Peaks The Return qui se situent au même endroit, enfin dans les recoins un peu délaissés de Las Vegas. More product. Oh non. Who is it? Je t'avais dit que c'était glauque. I'm looking for Jerry. Oh non, mais c'est horrible. Jerry's not here. 119 119. When will he be back? Pour comprendre cette référence, allez écouter notre saison sur Twin Peaks. C'est ça. Et bon, si vous voulez voir quelque chose qui se situe à Las Vegas, regardez Twin Peaks The Return, pas ce film, quoi. Il y a aussi une scène très larmoyante, qui est la scène où Kevin Spacey révèle d'où viennent ses cicatrices.
Et donc, il explique que son père, à lui, était violent avec sa mère et qu'un jour, il a essayé de lui tenir tête et que son père l'a assommé et ensuite l'a recouvert d'essence et lui a mis le feu. Quoi ? C'est pas drôle du tout, en fait. Désolée, mais ce film, c'est pas possible. Genre, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vu ce film. il y a 30 secondes, il y avait une meuf qui allait se jeter d'un pont qui a été sauvée par un toxico qui venait juste de rechuter. Mais le monde est un endroit sombre, Marie. Et là, ce film essaye à la fois d'en parler et aussi de montrer qu'il y a peut-être un espoir. Et là, c'est une mère célibataire avec les cheveux décolorés, alcoolique, qui est en train de parler à son mec qui lui dit qu'il a été brûlé vif par son père. Il va y avoir du acting. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il va y avoir du crying aussi de la part de Maïs? For sure. Alors, et il y en a eu. Non, d'habitude, je pleure devant cette scène, mais là, j'étais tellement étouffée par le mépris de Marie pour ce film que je sentais en plus que tu me guettais pour voir si j'allais pleurer. Donc, du coup, tu as un peu anéanti mes émotions. Oh, je n'ai pas pleuré. Mais t'inquiète pas, je le reverrai ce soir et je pleurerai un bon coup. Très bien. Non, en plus, c'est vrai que bon, cette scène est ridicule. Il y va à fond aussi, mais Kevin Spacey, c'est quand même un bon acteur et je trouve que c'est un de ceux qui s'en sort le mieux dans le film avec un matériel aussi grandiloquent et mélodramatique. Oui, bien sûr. Là, il donne tout, mais ça marche, je trouve. Certes. On n'a pas encore fait le tour, il y a aussi la grand-mère alcoolique. Parce qu'en plus de la mère alcoolique, faut que la grand-mère le soit aussi. Et la grand-mère, elle vit carrément, elle vit là où il est allé chercher le toxico au début. Non, elle vit dans un autre... Ah, désolé, un autre campement. Oui, dans un autre bidonville. D'accord. Je veux quand même préciser un truc. On rigole beaucoup et je suis totalement d'accord avec toutes les réserves que tu as sur ce film. Je veux pas non plus qu'on donne l'impression qu'on se moque des gens qui traversent ça dans la vraie vie parce qu'il y a aussi une réalité sociologique. Oui, vois. non mais bien sûr, non mais ce film est ridicule. Et ce qui est ridicule, c'est l'écriture de ce film et l'accumulation de clichés. Après, on n'est pas en train de dire... Enfin moi, justement, c'est pour ça aussi que je suis gênée dans le fait de rire parfois sur la benne à ordures ou des choses comme ça. Oui, c'est tragique et ça me fait pas du tout rire dans la réalité. Mais l'écriture de ce film est... En fait, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de ce film et c'est pour ça qu'en fait, je le trouve aussi un peu révoltant. C'est parce que ça utilise des drames qui sont bien réels pour nous faire chialer, en fait, tranquillement sur notre canapé. Mais en faisant des énormes clichés. Et je trouve que c'est un peu insultant. Je suis complètement d'accord. Et en plus de ça, non seulement nous faire chialer avec des clichés, mais en plus sans provoquer de prise de conscience. Mais pas du tout. Et je pense que ça, c'est un débat éternel sur le cinéma, à quel point il doit être politique, à quel point il doit changer les consciences ou pas. C'est pas toujours son rôle, je pense. Mais ce qui est révoltant pour le coup avec ce genre de film, c'est que eux prétendent délivrer un message très fort qui aurait une application dans la vie réelle. Alors qu'on sait que c'est pas le cas et que personne, après avoir vu Un monde meilleur, s'est dit « Ah bah oui, moi aussi, je vais aller recueillir un SDF et lui donner à manger et lui donner une seconde chance. » Non, mais c'est ça le problème, c'est que le film n'est pas assez bon, ou en tout cas ne prend pas ces questions-là assez au sérieux pour leur accorder le respect et la profondeur qu'elles méritent et susciter une vraie prise de conscience et leur donner de la nuance, en fait. Non, mais surtout, c'est un truc tellement américain et individualiste et capitaliste au possible. C'est-à-dire que la solution qu'ils ont trouvée, c'est que chacun à son niveau va faire une bonne action avec 3 personnes. Non, la solution, en fait, c'est l'État-providence pour éviter tout ça. Et c'est avoir un système de santé qui fonctionne, c'est avoir un système éducatif qui fonctionne, tout ça, tout ça. Mais ça, tu vois pas d'assistante sociale dans ce film. Oui, non, ou de considération politique, en fait. Non, parce du que, tout. Mais il y en a une, au fond. C'est-à-dire que ce que ça te dit, c'est que c'est au niveau de chaque individu qui doit faire sa bonne action. C'est hyper américain comme façon de voir le monde. Et ça ne fonctionne pas. Oui, non, je suis complètement d'accord. Bon, il faut qu'on arrive au moment fatidique qui est la fin de ce film. Je savais dès le départ que ça allait te faire réagir et honnêtement, c'est ce que j'attendais le plus parce que c'est pas n'importe quelle fin. Ils se sont pas moqués de nous ou alors ils se sont vraiment moqués de nous, je sais pas. Je pense que c'est plutôt ça. En fait, je t'ai demandé plusieurs fois comment tu pensais que ça allait se finir. Oui, je comprenais pas pourquoi, honnêtement. Ouais, parce que honnêtement, je savais que ça allait sans doute te surprendre et je sais aussi que tu as généralement un pouvoir de prédiction assez exceptionnel. J'aurais jamais pu prédire un truc pareil. Ouais. Parce que ça défie tout entendement. On va entendre déjà les prédictions que tu as faites. Bon alors, à ton avis, comment ça se finit? Comment ça se finit?
Bah, on remonte jusqu'au premier. Il va faire un article dessus, ça va devenir un phénomène mondial et ça va changer le monde. Tu penses qu'il va se passer quoi là? Because my mom. J'en sais rien, qu'est-ce qu'il va se passer, Il va se passer un gros truc. Non, c'est bientôt la fin. I don't know, I think some people are too scared. Bah, ils vont finir ensemble, eux, là. I think things could be Son different. mouvement, il va devenir un mouvement global grâce à ce reportage. J'ai l'air tellement emballée. Mais du coup, tu imaginais une fin heureuse. Bah, j'imaginais pas ce qui s'est passé, c'est sûr. Est-ce que tu veux te décrire ce qui s'est passé? Le journaliste le retrouve enfin, il fait un reportage à l'école, et donc là, il y a le petit qui est très mignon, et qui explique pourquoi il a fait ça, et un peu qui explique sa philosophie, sa leçon de vie et tout ça. Voilà, et sur le fait que ça n'est pas un héros, au fond. Et juste après, il y avait un petit garçon avec qui il était plus ou moins ami pendant tout le long, qui se fait harceler et frapper par d'autres élèves. Et la première fois où il l'avait vu, il s'en était beaucoup voulu parce qu'il les avait laissés le frapper, parce qu'il avait eu peur de se faire attaquer lui-même. Et en fait, là, il les revoit à nouveau en train de le frapper et il décide d'intervenir. Et il y a un truc qui avait été planté dès le début, c'est que malgré les détecteurs de métaux à l'entrée de l'école, évidemment, on est aux États-Unis, il y a un des enfants qui arrive à faire rentrer à chaque fois un opinel, quoi. Et là, en fait, pendant la bagarre, alors que le petit intervient pour aider son ami, l'autre sort son opinel et le plante. Et là, tu te dis, non, on n'a pas fait tout ça pour que lui meure en plus de tout. Eh ben si. Le petit garçon de 12 ans. Voilà, qui vient d'inventer une nouvelle philosophie qui va sauver le monde. C'est vraiment Jésus, en vrai, hein, mythe, C'est princesse Diana, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben, il meurt. Et j'y croyais pas. Hein. Mais vraiment, j'ai adoré ta réaction parce que c'est vrai que c'est tellement gros et même moi enfin voilà, j'adore ce film, mais vous l'avez compris, je suis pas non plus aveugle. Genre, je suis consciente de ce que j'ai sous les yeux quand je le regarde. Même moi, je trouve que la fin, elle va un petit peu loin, quoi. Et j'étais tellement ravie de voir ta réaction. Oh non! 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 Le petit il meurt! Mais non! C'est sérieux? Mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas sérieux, Anaïs, arrête tes conneries! Mais c'est pas possible! C'est sérieux? Mais c'est n'importe quoi ce film! Mais c'est délirant là! Jusqu'à la fin, tu n'y croyais pas, puisque après, on a une scène où on voit Helen Hunt qui attend à l'hôpital avec Kevin Spacey pour avoir des nouvelles et t'espérais quand même qu'on apprenne qu'il avait survécu. Vraiment, ce Mais film non. a fait ressortir en moi l'accent pied noir de ma C'est grand-mère. Donc vraiment, il y a eu des moments, c'est allé très loin. Ah, il a survécu. S'il meurt, c'est vraiment le plus grand délire de l'histoire. Mais non! Mais non, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais non, c'est insultant! So just things the way they are. C'est insultant, c'est horrible! To change. C'est horrible! Just to kind of give up. Le petit, c'est une vie de merde, maintenant il a... Everybody's Je gone. l'avais dit. Peut-être j'avais pas vu venir. Ah non, putain, j'avais pas vu. It's like your big chance. C'est fou parce que même en entendant la scène, j'ai encore des frissons. Au moment où t'as la musique qui s'interrompt, qui se baisse, au moment où elle apprend qu'il est mort, vraiment, moi, je trouve ça mais parfaitement exécuté. Je sais que c'est hyper manipulateur et tout, mais en fait, je pense que c'est aussi le problème, c'est que c'est pavlovien pour moi. J'ai vu ce film tellement de fois et tellement jeune que mon corps, en fait, ce film fait partie de mon ADN, quoi. Et donc, je peux pas... Putain, c'est le pire truc à avoir dans son sais. ADN, je suis désolée. Je sais. De tous les trucs à avoir dans son ADN, non. Mais je peux pas faire autrement. C'est en fait, je l'ai senti même en le revoyant, c'est physique et je le connais par cœur. Je connais chaque seconde, chaque moment de montage, la musique, je la connais par cœur et j'ai beaucoup d'affection pour la musique de ce film. Oui, après c'est très American Beauty quand même la musique. Bah, c'est le même compositeur. D'ailleurs, ça a été beaucoup relevé dans les critiques puisqu'il a fait American Beauty l'année d'avant et cette année, il a fait Erin Brockovich et ce film. Ouais. Et en fait, c'est les trois mêmes bandes-son. Globalement, on sent qu'il était plus trop inspiré. Mais de ces trois films que j'ai beaucoup vus, c'est celui-là que j'ai le plus vu. Donc, j'avoue que la petite musique au piano, là, elle me fout les frissons à chaque fois.
Mais clairement, c'était un point de bascule pour toi. J'ai senti que... Mais c'était un point de bascule dans ma vie, en fait. Ouais. J'ai senti qu'il y avait la rage qui bouillait vraiment en toi à la fin du film. Je me sens littéralement manipulée. Mais tu l'es. Ouais, mais enfin, du coup, ça m'énerve en fait. Tu l'es Je trouve ça vraiment horrible en fait. C'est Hollywood, baby. Et qui s'est fait là, la grand-mère? Elle devrait être à l'intérieur en train de réconforter sa C'est fille, clair. pas avec une bougie à l'extérieur. Mais toi, tu pouvais pas te défendre tout seul? Je dis ça du petit qui est allé défendre. Non, parce qu'à la fin, le truc qui est Le horrible... petit dont il a sauvé la vie. Le truc qui est horrible à la fin, c'est qu'en fait, du coup, bon, la mère, elle est anéantie, hein, et elle commence cette nouvelle relation super bien avec avec l'autre là. Et en fait, d'un coup, ils sortent et ils se rendent compte que les gens, c'est Diana vraiment, les gens sont en train de se rassembler dans leur lotissement horrible de Las Vegas avec des bougies pour lui rendre hommage. Et parmi les gens qui se rassemblent, t'as tous les gens qu'il a croisés à un moment. Donc t'as sa grand-mère. Tu te dis, elle pourrait être à l'intérieur, Oui. tu vois. Et du coup, t'as le petit qui l'a sauvé, quoi. Avec une chanson qui s'appelle Calling All Angels, donc vraiment Ah ouais, mais... assez fin sur Oui. le choix musical. C'est ça. Mais alors moi, vraiment, pour moi, c'était le bouquet final à chaque fois. Mais J'en c'est redemandais. littéralement le bouquet final. On a senti que tu n'étais pas particulièrement touchée par ce film, mais je tiens quand même à préciser que tu as eu de la sympathie pour beaucoup des personnages, malgré ton cœur de pierre. En vrai, j'ai un cœur qui n'est Je pas sais. touché par cette œuvre. Oh, Pocho. Il est plus chaud, du coup, c'est ça qu'il disait. Le pauvre. Le pauvre Pocho, brûlé. Tu me fatigues. Tu vois que le personnage de Kevin Spacey t'a quand même un petit peu touché. Oh, le pauvre, il est puceau à 45 ans parce qu'il a peur de toucher qui que ce soit. C'est vrai. Bah oui, c'est triste. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! Comment ce film a-t-il été reçu à l'époque, me demandes-tu, Marie? Je viens te répondre. Pas bien. Étrangement. Tu n'es pas seule dans ton appréciation de ce film. Je pense même que, honnêtement, je dois être la seule personne sur Terre à encore vouloir le défendre. J'ai trouvé une critique plutôt sympa, qui était celle de Variety, qui reconnaît aussi tout ce qu'on a dit, le côté très sentimental, etc., un peu cliché, mais qui dit que le film est malgré tout efficacement ancré dans une réalité ouvrière, enfin working class, et dans la collision vibrante et l'union de personnages qui sont très différents, mais qui ont malgré tout des traits profonds en commun. La loose. L'alcoolisme. Non, mais je pense que moi, c'est ça qui me touche aussi, c'est vraiment, même si ça marche pas, l'histoire d'amour entre les deux, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'ils sont à l'opposé du spectre sur leur manière de vivre leur vie, c'est-à-dire que lui, il est dans le contrôle le plus rigide possible pour ne pas s'autoriser la moindre émotion. Elle n'arrive pas à contrôler son alcoolisme. Et ils se retrouvent tous les deux sur le fait qu'en fait, ils sont hyper meurtris et que ils sont très sur la défensive. Et que lui prend tout mal. Dès qu'on lui parle ou qu'on lui fait un compliment, il pense qu'on essaye de se moquer de lui. Elle, c'est pareil. Et moi, ça me touche. Tu me regardes avec un grand sourire. Mais moi, ça me touche, ce genre de choses. Je veux en juste fait. dire aux gens qui n'ont jamais vu ce film et qui nous écoutent que ça a l'air super quand on parle comme ça. Mais ce n'est absolument pas ça quand on le regarde. Regardez-le et ensuite dites-moi si j'avais raison ou pas. Ce qui a été le plus loué dans la majorité des critiques, c'est les performances. Et je pense que c'est aussi ça qui sauve le film, parce que si on n'a pas ça, clairement, ça devient c'est compliqué. sûr. Mais c'est ça qui le rend divertissant, notamment celle de Haley Joel Osment et Kevin Spacey. Helen Hunt, la critique était plus mitigée. Il faut dire aussi qu'elle était dans 4 films cette année. Elle était dans Ce que veulent les femmes, Seule au monde, celui-là, et un autre film qui était moins connu en France. Donc les gens en avaient marre d'elle, en fait. Elle était partout. Ouais, bah. Et après Un monde meilleur, elle était plus nulle part. Ah bah attends, mais c'était après pour le meilleur et pour le pire, du coup? Oui, en fait, Elle a avait eu l'Oscar avant? Ouais, voilà. Ah putain, mais pourquoi elle s'en est autant investie dans ce film alors? Pour Bah, avoir un deuxième? En fait, c'est ça le problème. C'était clairement un projet qui a été pensé pour gagner des Oscars. Et ils ont voulu surfer sur l'Oscar qu'elle avait eu quelques années plus tôt pour un rôle similaire. Et là, elle était vraiment au pic de sa carrière où elle avait énormément de propositions. Et comme ça n'a pas marché, et parce que je pense que ça se sent en fait le manque de sincérité dans le projet, Oui, bah ouais. bah du coup ça a un petit peu tué sa carrière, et d'ailleurs la carrière des trois, c'est-à-dire que juste après, elle a quasiment plus rien fait jusqu'à Les Sessions, qui était en 2012. Haley Joel Osment, il a fait Intelligence artificielle, et depuis il a plus rien fait il a pas fait grand-chose Oui, d'intéressant. après, bon, lui, c'est juste parce qu'il a grandi. Hein.
Oui, mais en vrai, il était aussi, enfin là, il était à un pic de sa carrière avec le Sixième Sens et il n'a pas eu énormément de projets derrière. Et Kevin Spacey, qui était à un pic aussi à la fin des années 90, on en a parlé de Usual Suspects, Seven, etc. Et surtout American Beauty. American Beauty, juste avant. Et en fait, après Pay It Forward, Un monde meilleur, on l'a plus vu dans grand-chose non plus. Donc il y a quand même Jusqu'à House of Cards. Voilà, jusqu'à House of Cards. Mais ce film-là a effectivement vraiment freiné la carrière de ces 3 acteurs principaux. Pourquoi ? Parce que la critique, en dehors de celle que je viens de lire, a été très négative. Peter Bradshaw du Guardian a écrit « Un film sur les possibilités morales et pratiques de l'altruisme ne devrait-il pas être un vent de fraîcheur par rapport au programme hollywoodien décérébré ? Si, mais celui-ci s'avère être le film sentimental le plus visqueux, le plus dégoûtant et le plus écœurant qu'on puisse imaginer. » Je suis bien d'accord. La meilleure critique, selon moi, c'est celle du Entertainment Weekly. Je vous ai déjà donné des petits bouts tout à l'heure. Déjà, elle dit « Haley Joel Osment est mort pour nos péchés. » Enfin, pour ça et pour la campagne aux Oscars. Elle dit que Helen Hunt est apoplectique de motivation. Et surtout, elle dit que le film est répréhensible, non seulement parce qu'il ressort les clichés d'abus physiques et émotionnels les plus éhontés, mais aussi parce qu'il fait du chantage au public pour rejoindre le mouvement « Soyons gentils », comme s'il s'agissait d'une pénitence pour le péché des critiques sceptiques et sans cœur. Et après, elle dit, ça c'est ma partie préférée, elle dit « Je vais me calmer, mais avant ça, je tiens juste à dire qu'un monde meilleur mendie si effrontément des prix, de la publicité, de l'amour, que même si le matériel de presse nous a demandé de ne pas révéler la fin, je vais révéler la fin. » Et dans le New York Times, il y a A.O. Scott qui a aussi fait référence à ça. En fait, on sent que la critique a été énervée parce qu'en plus, je pense qu'ils ont dû y aller très très fort, les attachés de presse. Oui, bah évidemment. Et donc A.O. Scott dit « Dans l'esprit du film, je serai assez gentil pour garder le secret. Peut-être qu'en échange, le studio peut valider 3 films honnêtes qui respectent l'intelligence et le bon sens de leur public. Ou est-ce que c'est trop utopiste ?» Ah, génial, j'adore. Ouais. Roger Ebert, notre chouchou. Mais il avait bien aimé, genre, non ? Il a mis 2,5 sur 4. Je l'ai lu, je suis allée direct voir sa critique et j'étais surprise. C'est une note assez généreuse. Après, c'est ça que je pense qu'on aime bien aussi dans ses critiques, c'est qu'il est généralement assez généreux. Ouais, non, là, il m'a beaucoup déçu. Mais il dit quand même, il relève tous les défauts du film. Il dit « Les intentions du film sont bonnes, mais pas le scénario. Il raconte une histoire que le public a envie d'aimer, mais il ne la raconte pas assez nettement et solidement. Il ajoute trop de boucles à l'intrigue et sa fin est éhontément sentimentale. J'ai failli céder et me laisser porter par le flot à plusieurs reprises au cours du film, mais l'histoire finissait toujours par se perdre et me faire remonter à la surface. » Et il conclut en disant « On obtient malgré tout un meilleur film que ce que l'on aurait pu avoir parce que les performances sont tellement bonnes. J'ai cru en eux et je me suis attachée à eux. J'aurais aimé que le film ne se mette pas en travers de leur chemin. » C'est très généreux. Ouais, vraiment très... Il était de très bonne humeur ce jour-là. C'est ça. Et la meilleure critique, c'est celle du Miami Herald, qui dit « Un monde meilleur finit par être un très bon plaidoyer pour ne plus jamais aider qui que ce soit. » Ce qui est intéressant, c'est que c'est autour de cette époque que le concept d'Oscar bait a vraiment commencé à se populariser, en fait. C'est pas une expression qui était nouvelle, ça remonte à très très loin. Mais donc, Oscar bait, pour expliquer ce que c'est les un films... appât. Ouais, voilà, un appât à Oscar, donc un film qui a vraiment été conçu pour récolter le plus de récompenses possible. On en voit tout le temps, en fait, et souvent, ils finissent quand même par arriver jusqu'à au moins la nomination au meilleur film. Pour moi, Green Book, c'était totalement ça. Je dirais, il y a 3 catégories un peu. Il y a les films historiques sur une personnalité connue, enfin les biopics en général, voilà. Et qui sont très académiques dans leur Voilà, très traitement. académiques, mais forcément, ça c'est la voie royale pour avoir un Oscar pour l'acteur principal. C'est-à-dire, tu joues Churchill, tu joues La Dame de Fer, voilà, t'as tout ça, quoi. Ouais. Après, t'as vraiment les films race-rat. Mais race-rat, t'as Monster, et ça aussi. Et souvent, ça, c'est pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles s'enlaidissent. Et quand elles s'enlaidissent, là, t'as aussi la voie vers les Oscars. Oui, c'était le cas de Precious aussi, je me souviens, Exactement. qui a été très critiqué pour ça. Exactement. Et c'est hyper mélo et hyper misérabiliste. En général, c'est vraiment ce genre de film. Et après, t'as les films sur les relations interraciales. Alors là, vraiment, les Américains, ils adorent. T'as The Blind Side avec Sandra Bullock. T'as The Green Book. Et alors ça, c'est toujours des films
bonbons, qui ont une vision très très sucrée et très agréable de ces relations-là, parce qu'en fait, on peut tous se réconcilier, bien sûr. Très lisse Et c'est pas et du jamais racisme systémique. Voilà, c'est en fait ça rejoint ce que tu disais sur l'absence de vision politique d'un monde meilleur, Oui, c'est-à-dire que c'est toujours au niveau individuel et il y a jamais de réflexion sur les problèmes systémiques qui soient sociaux, raciaux, etc. Et une des grosses caractéristiques de la plupart de ces films, c'est aussi les bons sentiments. C'est vraiment le côté mélo, mais où en fait, à la fin, tu te sens un petit peu inspiré. T'as l'impression que ça va mieux dans ta vie parce que toi aussi, t'es une personne généreuse et que t'as un peu pleuré devant ce film et que donc toi-même, tu as fait une bonne action. Moi, c'est un truc qui m'a particulièrement débecté dans The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser qui est sorti l'année dernière et qui évidemment a poursuivi sa trajectoire tranquillou jusqu'aux Oscars. Pour moi, c'était extrêmement misérabiliste. Alors, absolument pas évoquer les problèmes systémiques autour de la prise de poids, la dépression, etc., l'hyperphagie, la boulimie, ou le suicide d'ailleurs, et qui en plus se gargarisait un peu de à quel point c'était misérabiliste. Et il y avait une prothèse, donc il fallait aussi récompenser l'acteur. Enfin, on avait vraiment le bingo de tout ce qu'il fallait dans ce genre de film. C'est ce qui avait été aussi critiqué en France avec Intouchable. Je me souviens de la critique à l'époque. Bon Sentiment, c'était le truc que tu lisais toutes les 5 lignes. Moi, j'aime bien Intouchable. Moi aussi, mais parce que c'est des films qui sont feel good. Oui, oui. Mais en fait, ça correspond encore aux critères. C'est une absence de réflexion politique. Et ça, c'est un évidemment, truc qui est très critiqué en France aussi. C'est toujours le blanc qui va apprendre aux personnages racisés de la banlieue à apprécier la vie et savoir faire de la musique classique ou ce genre de trucs, quoi. Oui, c'est des histoires qui font plaisir parce qu'elles font pas de remous, quoi. Elles vont pas déranger, en fait. Exactement. Et il y en a, honnêtement, qui sont bons. C'est-à-dire que cette année, dans les Oscars, il y a Nayad avec Annette Bening et Jodie Foster. C'est un méga Oscar bait. Mais honnêtement, moi, j'ai pris un grand plaisir à le regarder. C'est une histoire inspirante, tirée d'une histoire vraie. Elle a accompli un exploit à un âge où plus personne ne pensait que c'était possible. Tu sais dès le début du film qu'elle va y arriver. Mais ça fonctionne super bien. Et c'est pas offensant, en fait, politiquement, quoi. Mais il y en a pour lesquels ça fonctionne beaucoup moins bien. Et Helen Hunt, dans Un monde meilleur, est un exemple de ça. Non, en fait, là, c'est le problème dans la plupart de ces films et dans Un monde meilleur, c'est quand les performances vont aussi aller très, très loin. Après, moi, honnêtement, j'aime bien Helen Hunt dans ce film. Elle va très, très loin, mais je trouve qu'elle le fait bien. Mais toi, clairement, ça t'a beaucoup fait marrer. Wow. C'est horrible. Elle a tout donné. Jamais personne n'a autant donné, en fait. Même pas une nomination. Ah ouais, c'est trop injuste. Ouais, c'est pour ses efforts, quand même. Bah ouais. Oui, parce qu'il faut préciser que ce film était considéré, avant qu'il sorte, comme un des favoris pour les Oscars. Parce qu'il avait tout sur le papier pour justement réussir. Il avait 2 acteurs qui venaient d'être oscarisés, un autre qui était une star montante, une super histoire, blablabla. Il y a aussi C'était adapté d'un livre aussi. C'était adapté d'un livre. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je pense même qu'il y a eu une volonté de surfer sur Magnolia avec le côté trajectoire de plein de personnages qui sont un petit peu, tu vois, en éclatement, mais qui se rassemblent à la fin. Sauf que c'est pas Magnolia. Non, c'est pas Magnolia. De la même manière que Le Gendarme de Saint-Tropez n'est pas La Mort aux trousses. Un monde meilleur n'est pas Magnolia. Mais oui, et en fait, quand le film est sorti et qu'il y a eu les critiques qu'on vient de lire, ça a totalement tué dans l'œuf le truc. Je pense qu'il y a eu un rejet vraiment parce que les critiques se sont sentis manipulés. Ils ont dit, on voit ce que vous essayez de faire. Et du coup, le film n'a eu aucune nomination. Il a été totalement squeezé de la course aux Oscars. Pour une fois. Ouais, mais ça arrive, hein. Franchement, parfois, il y en a, ils sont considérés comme les favoris et puis à la dernière minute, ça fonctionne pas. Oui, parfois, c'est des injustices et là, c'est la justice. Il y a aussi, évidemment, on est en 2001, il fallait qu'il y ait un personnage noir qui est juste là pour faire rigoler et être un cliché raciste, puisque c'est un gangster qui braque des magasins pour voler des lecteurs CD, qui parle de manière très cliché, mais qui est présenté de manière sympathique dans le film. Il a un black accent, c'est-à-dire c'est l'accent cliché et stéréotypé noir américain qu'on utilise beaucoup à Hollywood, ou qu'on utilisait beaucoup. Maintenant, c'est un peu, quand même, ça se fait moins. Ouais, et qu'on demande aux acteurs d'utiliser pour surjouer justement le côté ethnique ou le côté banlieue, en fait. Enfin, ce que nous, on dirait banlieue, tu vois. Oui, c'est ça. Parce qu'on a l'équivalent
dans le cinéma français aussi. Et là, en fait, c'est un des personnages dont la vie a été changée par une de ses bonnes actions, par la grand-mère alcoolique, qui l'a aidé alors qu'il venait de voler un lecteur CD. Elle a aidé à s'enfuir. Ouais. Ouais. Et lui, il a aidé une jeune asthmatique. Voilà. Et ça aussi, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que j'étais très asthmatique à l'époque où j'ai vu ce film. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, elle est aux urgences et elle n'arrive pas à respirer. Et lui, il sort d'un braquage ou je sais pas quoi, il a une blessure. Et en fait, il menace l'infirmière et il lui tire dessus avec un flingue pour lui dire non, mais occupe-toi de la gamine asthmatique, moi, ça peut attendre. Quoi. C'est ça sa bonne action. Voilà. Et il se fait arrêter du coup et après, il part en prison. Encore une fois, tu étais assez sceptique devant ce choix narratif. C'était ça qui m'a payé forward. C'est le mec qui est en train d'agresser la pauvre infirmière. I got your back, sis. Oh, bitch, you still here? C'est ça qui doit payer forward. Ce cliché raciste qui est en train de... Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que tu l'as fait remarquer quand on voyait le film, c'est le seul personnage racisé du film. Oui, bah ouais. Il se trouve que dans le livre, le personnage du prof est noir. Et en fait, il voulait aussi que le personnage soit noir mais il au peut cinéma. pas avoir d'histoire d'amour dans ce cas-là. À Hollywood à l'époque. Non, honnêtement, c'était vraiment un problème de casting. Ils ont proposé le rôle à Denzel Washington et il avait autre chose à faire. Donc, il a refusé. Bah, il a bien fait. Mais non, et puis Putain, en plus, alors là, connaissant franchement... Mimi Leder, c'est une des premières cinéastes à avoir créé un personnage de président des États-Unis noir dans Deep Impact. Et ça avait été très relevé à l'époque. Et même Obama avait dit « c'est grâce à vous que je suis président ». Donc bon, n'exagérons pas. Mais clairement, c'est d'autant plus dommage que le seul truc qui reste dans ce film avec un personnage racisé, c'est ce gros cliché, quoi. Je voulais pas qu'on finisse l'épisode sans parler de Mimi Leder, la réalisatrice du film. Je pense que si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez déjà, je l'aime beaucoup. Elle avait réalisé juste avant Deep Impact, qui est un film que j'adore et qui était le doublon d'Armageddon l'année de sa sortie. Mais en fait, elle a commencé en télé. Elle était sur Hill Street Blues et ensuite, c'est devenu une des signatures d'Urgence. C'est notamment elle qui a été responsable de beaucoup des plans très longs à la Steadicam, qui étaient révolutionnaires à l'époque à la télé. C'était des très très longs plans séquences avec énormément de mouvements où on suivait les employés de l'hôpital à travers les couloirs, tout ça. Elle a gagné plusieurs Emmy Awards pour son travail sur Urgence et c'est grâce à ça qu'elle a été recrutée par Spielberg pour réaliser des films à DreamWorks. Donc son premier film, c'était Le Pacificateur avec George Clooney et Nicole Kidman, que j'ai pas vu. Juste après, elle a fait Deep Impact. Et ensuite, elle a pris 1 an de pause pour être avec sa famille et ensuite, elle a fait Un monde meilleur. Un monde meilleur qui donc a été un flop critique et qui a pas été un énorme flop au box-office, mais qui a pas été un gros succès non plus. Et en fait, Un monde meilleur a tué sa carrière au cinéma. Elle a rien eu après pendant très 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 longtemps. C'est un truc dont on parle assez souvent et dont elle a parlé aussi. En fait, on lui a laissé aucune seconde chance. Et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment aux réalisatrices à Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a plein de réalisateurs qui font des bides tout le temps ou qui font des films qui sont très mal reçus par la critique et qui continuent à en sortir littéralement l'année d'après. Pour les femmes, si tu fais la moindre erreur, tu es complètement anéantie et tu vas dans ce qui est appelé la movie jail. Et elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, on m'a envoyé dans la prison du film, quoi. Et même pour les réalisatrices qui ont du succès, c'est très, très dur de capitaliser sur ce succès. Tu parlais de Monster. Patty Jenkins, elle a rien fait entre Monster et Wonder Woman. Donc, il s'est écoulé 15 ans entre les deux, quand même, alors que Monster est allé jusqu'aux Oscars. Catherine Hardwicke, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur Twilight. Elle a fait 13. Lords of Dogtown aussi. Ouais. Ensuite, elle a fait Twilight, qui était un énorme succès, le premier. On lui a pas proposé de réaliser la suite. Et ensuite, sa carrière en a un petit peu pâti. Debra Granik, qui était nommée à l'Oscar du meilleur film et à d'autres Oscars pour Winter's Bone en 2010, n'a rien fait pendant 10 ans. C'est vraiment quelque chose qui est... si vous allez chercher, c'est très documenté. Il y a énormément d'exemples de ça. Reese Witherspoon en avait parlé aussi, avait dit on ne laisse aucune seconde chance aux réalisatrices. Et même quand elles ont un premier film qui a du succès dans les festivals avec la critique, tout ça, on leur propose pas du tout ce qu'on propose aux hommes. C'est-à-dire que Colin Trevorrow, par exemple, il a réalisé Jurassic World. Il avait rien fait avant, à part un film qui avait été bien reçu à Sundance. Damien Chazelle, Whiplash, ça s'est bien passé. Depuis, il a eu une carrière qui a complètement explosé. Et d'ailleurs, Babylone n'a pas très bien marché. J'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va continuer à faire sa carrière tranquille. Donc, il y a un côté assez démoralisant. Et souvent, ces réalisatrices, soit elles abandonnent, soit elles reviennent 15 ans plus tard, soit elles vont en télé. Et il se trouve que Mimi Leder,
a eu une renaissance à la télé, puisque c'est devenu, selon les mots de Damon Lindelof, la deuxième showrunneuse de The Leftovers. Elle est arrivée au milieu de la saison 1. Et en fait, Lindelof dit qu'elle a sauvé la série, puisque la série dans la saison 1 était extrêmement déprimante. Et c'est elle qui a imposé un nouveau style visuel, qui a dit il faut qu'on respire un peu, on peut faire des plans larges de temps en temps. En fait, on n'est pas obligé d'être serré sur eux qui sont en déprime en permanence. Et donc, ils lui ont proposé de devenir productrice exécutive. Et c'est devenue la réalisatrice qui a réalisé le plus d'épisodes de The Leftovers, et notamment le final. Et vraiment, une grosse partie de l'identité de la série est due à Mimi Leder. Donc, je voulais quand même la défendre parce qu'on vient de défoncer son film. Non, mais je dois dire que pour moi, le responsable, là, c'est le scénariste, en fait. C'est pas Mimi Leder, parce qu'elle fait, avec le matériel qu'elle a, elle fait ce qu'elle peut. C'est-à-dire qu'elle a des plans qui sont assez beaux. C'est pas mal rythmé. Et elle dirige bien les acteurs. Bon, Helen Hunt, mais... Oui, mais moi, je pense qu'elle la dirige comme... Helen Hunt a envie d'être dirigée aussi. Hein, et elle a obtenu le résultat qu'elle voulait, c'est-à-dire que je pense qu'elle était consciente aussi de faire un truc qui appuyait sur les boutons pour les Oscars. Mais après, pour moi, c'est plus le scénario qui est révoltant, quoi. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'aime beaucoup la réalisation de ce film. Je pense qu'elle est dans les codes du film à Oscar, mais notamment le sens de lieu et la manière dont elle filme Las Vegas. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux atouts du film. Déjà, c'est magnifique, tu l'as dit, il y a les paysages de la montagne, du Nevada et tout, mais c'est aussi un Las Vegas qu'on voit jamais. Et moi, quand j'étais gamine, en fait, j'ai découvert justement qu'il y avait autre chose que le strip et les machines à sous. Et d'ailleurs, c'est très malin puisque on passe tout le début du film dans le désert, dans les bidonvilles, etc. On ne sait pas où on est. D'ailleurs, à un moment, tu m'as dit, mais du coup, c'est où ? Et c'est que au bout de 20 minutes qu'on voit les machines à sous et on comprend qu'on est à Las Vegas. Et donc, il y a une intention vraiment de montrer une autre partie de Las Vegas, ce que Twin Peaks The Return a aussi fait très bien. Ah, surtout, fait très bien. Non, mais voilà, moi, je voulais défendre un petit peu Mimi Leder parce qu'en plus, elle en a parlé. Elle a dit la plupart des femmes qui n'ont pas de succès commercial ne sont pas invitées à revenir. Ça ne m'a jamais causé du tort en télévision, mais ça me l'a fait au cinéma. Et on sent qu'elle a été très marquée par ça. Elle s'est aussi demandé si elle avait bien fait de prendre une pause après Deep Impact, qui a été un gros succès, pour s'occuper de sa famille. Et elle s'est dit que justement, ça, les hommes peuvent le faire, mais que les femmes, il faut attaquer tout de suite. Et donc moi, ça m'a toujours fait un peu de peine. Elle est revenue en 2018 avec Une femme d'exception sur Ruth Bader Ginsburg, qui était aussi très Oscar bait, en vrai, mais qui n'était pas du tout offensant pour le coup. C'était pas mal. On va finir sur notre petite séance de torture. Est-ce que tu peux lister 3 qualités de ce film ? Les paysages. D'ailleurs, j'ai un plan qui me reste en tête, c'est la vue depuis la salle de classe. Et du coup, tu as plein de plans dans la salle de classe avec la vue derrière, c'est très très beau. Donc ça, c'est vachement bien. Le petit, il est bon et il est très touchant. Et je dirais le toxico gentil, là. Il est touchant aussi. Toi, 3 défauts, putain, c'est facile. Déjà, la présence de Kevin Spacey dans ce film gâche quand même beaucoup du plaisir que j'ai pu avoir avant. Oui. Et là, en sachant que c'est un de mes films cultes, ça me fait un peu de la peine de me dire que je dois revoir un film avec ce mec dedans. L'aspect romance, je pense, était une erreur. Et je pense que si le film avait plutôt essayé de créer une amitié, une complicité entre le personnage d'Helen Hunt et celui de Kevin Spacey, ça aurait été déjà un petit peu plus fin. Encore une fois, si ça avait été Denzel, pas de problème. Mais je trouve aussi qu'en fait, ça nous éloigne un petit peu de certains des meilleurs moments du film. Et c'est ça qui rajoute le plus de mélo, en fait. C'est vraiment les espèces d'engueulades entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, tout ça, enfin, où ça va très loin, quoi. Et honnêtement, le personnage du mec qui part en prison, je trouve que c'est toujours... déjà, quand j'étais gamine, c'est un moment qui me met mal à l'aise, qui me fait cringer. Et là, encore plus aujourd'hui, je trouve que c'est très mal fait. Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Naouch ou chna ? Navet ou chef-d'œuvre, Marie ? Ah putain, navet, mais de chez navet, en fait. C'est, pour moi, sur le 400 c'est à 9. Hein. Arrête. Ah non, je plaisante pas. Non. Franchement, je trouve que t'es dur parce que, 4, pour moi, le truc, c'est que c'est irregardable. Ça, c'est hyper regardable. Genre, tu peux être offensé politiquement, mais t'es d'accord avec moi. C'est genre, ça dure plus de 2 heures. Ça passe comme ça, quoi. 7 sur un lot 400. Et ça, c'est vraiment pour être gentil avec toi. Hein. Je négocie. Non, moi, je vais aller chef-d'œuvre. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Pas merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Un monde meilleur, je vous y encourage. Le film est disponible sur MyCanal et aussi en VOD sur plein d'autres plateformes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode,
je fais découvrir à Marie Phénomène de Monsieur Night Shyamalan, qui est pas considéré comme un chef-d'œuvre par beaucoup de gens. Et je pense que Shyamalan est un excellent exemple de la tension entre navet ou chef-d'œuvre. Parce qu'il a des très grands défenseurs et il a aussi des très grands détracteurs. Non, il a des navets et des chefs-d'œuvre. Et je pense que la plupart de ses films se situent vraiment à la frontière entre les deux. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire et vraiment, j'ai très hâte de savoir ce que vous avez pensé d'un monde meilleur. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. À la semaine prochaine. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Non mais désolé, c'est pas parce qu'elle a eu un homme qui l'a battu qu'elle doit finir avec lui, quoi. Il a un chandail bleu clair. Là, il se rend compte. Oh, il a été méchant, mais c'est parce que lui, il s'en est pris plein la gueule sûrement. Maintenant, il se méfie des gens en général, tu vois, il a plus confiance, mais il va retrouver la confiance. De tous les gens intolérants comme toi, tu vois. Ouais, il va retrouver la confiance grâce à ce petit souillon. Oh là 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 là. Jerry, Get out of here! Non mais... Il est en train de se piquer à l'héros, please Jerry. come out, Jerry. Tu vaux mieux que ça, Jerry. Tu vas arrêter l'héroïne parce qu'un enfant de 11 ans va te dire de le faire. Ce film a quand même une immense qualité. C'est qu'il t'a rappelé Dougie Jones. Dougie Jones. Ça m'a donné envie de revoir Twin Peaks The Return. Peut-être que David Lynch avait su, mais c'est là que Dougie est éloigné. Dougie Jones. Quand vous voulez. Quand je veux, c'est pas tout à fait maintenant, en fait. Non, mais attends, je réfléchis. Je suis pas sûre de mon coup. Peut-être dans quelques minutes, je vous tiens au courant. Bonjour. Putain, ça va être tellement long. Il est 19h13. En plus, je suis désolée, mais je pense qu'il va être long, celui-là. J'ai écrit, pour moi, c'est vraiment un cas d'école, mais je me souviens plus pourquoi j'ai écrit ça. Ah si. Pour moi, c'est vraiment un cas d'école pour cette saison. Helen Hunt, la pauvre, elle s'est décolorée les cheveux pour rien. Lui, il a passé 8 heures au maquillage tous les matins pour rien. Ouais. Bah si pour moi, tu vois. Moi, ils ont changé ma vie avec ce film. C'est une bonne conclusion, je pense. Ouais.